à 65% du budget d'Erasmus pour tous qui est donné aux agences nationales, avec là aussi une répartition un peu complexe. Vous avez les volumes financiers qui sont donnés aux agences, et puis ensuite, il y a des ajustements en fonction des demandes des agences, c'est une participation. C'est très différent de la recherche, où de toute façon, tout est géré à Bruxelles, et où les équipes de recherche vont, sur la base du critère d'excellence, être sélectionnées. C'est un peu différent, là. Hein, donc, pour répondre à votre question, à ce stade, ce sera demain comme aujourd'hui. Ça va être si simple, parce que la commission nous a demandé un contrat avec une seule agence, elle devrait être une seule agence, et bon, elle ne nous dira pas vraiment avant l'automne si c'est vraiment contraignant ou pas. Vous connaissez les États membres, hein, ils vont dire on va toucher, ça sera plus simple. Donc il est probable qu'on restera un petit peu sur les positions actuelles. Donc non, il n'y aura pas de changement fondamental pour vous. Fondamental. Bon, mais il y en aura pour nous, fort probablement. Ça va être un peu plus délicat. Je sais à quoi vous faites allusion, et donc, mais c'est très technique et pour vous, c'est transparent. C'est des questions surtout de gestion entre la tutelle, l'agence, la commission. C'est essentiellement une histoire d'argent et derrière l'argent de responsabilité. Et pour vous, ça changera. Si vous pouvez vous présenter, monsieur. Bonjour, en fait on est deux collègues qui avons une question, c'est la même, donc je la pose non plus. On est de l'Université Lyon 2, on souhaiterait savoir si dans l'esprit de démocratisation, d'Erasmus, etc., il y a des choses particulières qui vont être mises en place pour les étudiants handicapés, par exemple. En plus de ce qui existe déjà à l'agence, mais si dans les tuyaux, on va dire, de négocier en ce moment, il y a des choses un peu particulières qui vont être faites à ce sujet. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas, c'est un vrai sujet. Je dirais que dans la négociation globale dans laquelle on se trouve en ce moment, qui est une négociation très générale avec des gros volumes financiers sur des enjeux très politiques et encore un peu macro, cette question-là n'a pas encore été abordée. Je vous avouerai même, pour être honnête, je ne suis pas au ministère depuis très longtemps sur ces questions-là, je vous avouerai même, pour être honnête, que je ne sais pas s'il se fait, à l'heure actuelle, des choses particulières, s'il y a des actions. Je ne sais pas, sûrement, oui. Alors, je peux déjà vous dire qu'il est fort probable que ce sera reconduit. Je vois mal, alors qu'on essaye, au contraire, justement, de faire un Erasmus pour tous le plus vert possible. Je vois mal revenir sur ces questions-là. En même temps, après, ce sont des programmes qui sont définis quand tout le grand cadre est défini. Donc après, ce sont des questions qu'on va régler du planning. Et puis, en 2014. Mais c'est un vrai sujet. Donc, vous voyez, honnêtement, je vous dis, on ne l'a pas encore abordé. Vous avez une question ici, Non. Bonjour, je suis Béatrice Boutrin, collègue d'Aric, du rectorat de Grenoble. Dans le cadre de la démocratisation d'Erasmus, vous avez parlé de sensibiliser les lycéens, notamment ceux des lycées pro et lycées techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est des pistes sur lesquelles nous travaillons. Et c'est vraiment des sujets qui intéressent les deux ministres. Parce que là, vous parlez d'établissement, on est avant le bac. Mais on pourrait faire la même chose pour les licences pro, par exemple. C'est-à-dire après le bac. Ça intéresse les deux ministres. C'est des questions qui nous sont venues, ce sont des propositions qui nous sont venues à l'idée. On n'a pas encore d'action concrète à mettre derrière, parce qu'on est en train d'y réfléchir. Et d'ailleurs, on est ouvert à toutes les propositions. On n'a pas d'action précise à mettre derrière. Parce que ça, pour le coup, ça sert du franco-français. C'est à nous, là, de nous mobiliser pour faire en sorte que toutes les filières, toutes les sections générales, technologiques, professionnelles, aussi bien avant le bac qu'après le bac, soient sensibilisées à ces questions de mobilité. Donc là encore, pour vous répondre honnêtement, on a mis derrière, parce que ce sont des pistes que la ministre nous a demandé de travailler, et on n'a pas encore vraiment d'action concrète derrière. Mais on est très ouvert aux propositions, par contre, sur le monde.
En plus, il faut se dire qu'un ministère, enfin, la France en ce moment, elle est complètement prise par la négociation. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ce sont des cycles de septembre, pendant 2 ans, on travaille nuit et jour, parce qu'en plus le Parlement, il se met à nuit, enfin tout ça est très, et puis il y a des amendements, il y en a des milliers. Donc on est très pris par la négociation à courte vue, c'est-à-dire le nom, le temps. Vous voyez, on a des positions pour les tenir, et on est allé en tranchée, on avance, on a des alliés, enfin c'est vraiment. Et alors on ne réfléchit pas beaucoup à ce qu'on va faire ensuite pendant 5 ans. Donc on commence maintenant à se dire, bon, alors une fois que ça sera derrière nous, pendant 5 ans, on va faire en fait. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche bien? Et ça, on commence seulement au bout d'un an et demi à s'y remettre. Parce que la négociation dans le cadre communautaire, c'est quand même une épreuve. Alors, je vais poursuivre puisque j'ai le micro, donc la dernière de Grenoble également. Donc, une autre question, en fait, il a été mentionné donc, une volonté de simplifier les procédures. Donc, je voulais savoir si le document en fait, d'inscription, par exemple, du style un projet Comimus, un projet partenarial multilatéral Comimus, va être plus simple à remplir. Première question. Oui, nous souhaitons. Alors ça, ce sont des questions que nous allons régler. Donc, il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté de la Commission, il y a une vraie volonté des États membres. La Commission a bien compris que la complexité, c'était ce qui a tué. Enfin, c'est ce qui tuait le rapport du citoyen à l'Europe. Là, je viens de la recherche, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le JCRD, pour déposer un projet, c'est l'Europe. Donc ça, je crois que quand même, et loin de toute démagogie, on a bien compris qu'il fallait vraiment simplifier, sinon on éloigne les citoyens de l'Europe, on a l'impression que quelque chose de compliqué, ça ne marche pas. Le détail de tout ça, ça va être réglé ensuite. Je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails de la méthodologie. Pardon, mais je vous en dis un mot. La mise en œuvre du programme, elle se fait par la Commission sous le regard des États membres, au travers d'un comité. Ce comité se réunit régulièrement et il contrôle ce que fait la Commission. Et il précise, et c'est lui justement, ce comité-là, avec tous les États membres, qui ensuite ajuste et fait des remarques et permet la simplification. Et le premier comité de préfiguration, on est obligé de le réunir avant, Erasmus pour tous, qui se réunira officiellement qu'à partir de 2014, il a lieu là au mois de juin, le 5 juin. Donc le 5 juin, on va commencer à poser précisément ces questions-là pour 2014. Ça peut sembler très procédurier, mais c'est comme ça qu'on fait. Si on se laisse aveugler tout de suite par des questions trop de détails, c'est pas péjoratif, hein. Et si on rentre tout de suite dans le détail, on est paralysé et on ne voit plus les grandes questions. Donc on commence par les grandes questions et on passe ensuite à ces questions-là qui sont plus de détails. On pose les principes, on les développe ensuite. J'ai une deuxième question aussi, qui a été mentionnée, donc de renforcer la mobilité des enseignants. Oui. Donc comment ça va se passer par la suite? Est-ce qu'en fait, dans les établissements, on devra se regrouper en tant qu'équipe autour d'un projet pour partir en mobilité plutôt groupée ou... Alors ça fait aussi partie des détails, enfin c'est pas péjoratif, hein, mais ça fait partie des aspects techniques qui vont être régulés petit à petit dans les 6 mois qui viennent. Je ne peux pas vous répondre là à ce stade-là de façon précise. C'est un sujet très important, la mobilité des enseignants. En national, vous savez qu'on a des instruments nationaux, hein, il y a les Jules, enfin, on a des moyens de développer la mobilité des enseignants. C'est un thème très important dans d'autres pays. En Allemagne, j'ai des collègues allemands qui me disent que c'est important que nos profs, qui sont souvent très, très stables, puissent partir et aller à l'étranger. Ce n'est pas une préoccupation française. Donc ça, pour le coup, là aussi, c'est vraiment techniquement, ça va être mis au point dans les mois qui viennent. Et enfin, une dernière question au sujet en fait, de l'harmonisation dans les différents pays européens au niveau des agences respectives et en ce qui concerne les exigences par rapport aux résultats attendus en fait, dans le bilan. Qu'est-ce que vous avez tout ce qui est production finale en fait, qui sont évalués dans les rapports finaux, pour les, par exemple, projets multilatéraux. Au niveau des exigences, a priori, il y a certains pays qui sont moins regardants sur certaines exigences, par exemple, notamment la compagnie.
Il ne faut pas dénoncer. Alors là, je ne suis pas au courant du problème. Ce qui est bien, c'est que aussi l'intérêt de venir jusqu'ici et de l'équité, c'est que je peux faire remonter ensuite. Donc moi, je ne suis pas au courant de ce problème-là. Je ne l'ai pas entendu évoqué par mes collègues qui sont vraiment dans le comité de programme. Je le retiens, puis je leur poserai la question. A priori, des règles d'audit, c'est des règles d'audit. Les États membres en sont responsables et c'est les mêmes pour tout le monde. Les contrôles de la Commission, croyez-moi, quand ils arrivent pas tout le temps, mais quand ils arrivent, ils sont quand même assez violents. Donc normalement, la Commission fait attention à ce que les règles, les mêmes s'appliquent partout. Mais c'est un point que je ferme. Merci. Bonjour, Sandrine Trijassou de l'Église de Grenoble. J'ai une question, je crois qu'elle est un peu technique en fait. C'était également, c'était également sur la mobilité enseignante. Oui. En fait, il me semble avoir vu passer dans les documents Erasmus que les profs peuvent partir dans des entreprises étrangères. Je crois. Oui, absolument. Et on peut aussi faire venir des professionnels de l'enseignement supérieur avec des outils. C'est ce que j'avais, effet structurant, établissement professionnel, c'est le même. Ça va être maintenu. Alors, est-ce que ce sera maintenu? Là, je vais vous dire techniquement, j'en sais rien, tout ça va être précisé dans les mois qui viennent. Mais ça existait, je vois mal, vu le contexte actuel, que ça ne soit pas reconnu cette forme. Si on est dans une perspective de plus de flexibilité entre les partenaires, on aurait logique que ça. Globalement, quand même, la logique européenne, dans son ensemble, c'est que, sauf échec retentissant, on essaie plutôt toujours d'enrichir le programme, plutôt que de couper. Alors, ça arrive qu'on coupe certains programmes, parce qu'ils coûtent cher, parce qu'ils ne sont pas très efficaces, parce que leur impact n'est pas très... ou parce qu'à la commission, il y a quelqu'un qui a décidé que ça n'intéressait plus. Mais globalement, on prend le même programme et on l'enrichit, on le développe. La logique européenne, c'est quand même une logique positive d'enrichissement et de progrès. J'ai l'air un peu idéologue quand je le dis, mais c'est aussi ça. Donc, tout ce qui globalement marche bien, on ne coupe pas. Surtout si on a un peu plus d'argent. Ce qui risque d'être le cas. Bonjour, Arnaud Fimou, je suis responsable du service coopération centralisé du Conseil général des IDEF. Ma question est surtout, vous avez, depuis ce matin, on a parlé des collectivités locales. Je veux savoir justement dans ce nouveau cadre-là, Erasmus pour tous, quelle sera la place des collectivités locales aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire exactement les dispositifs qui sont prévus. Par contre, est-ce qu'il y a des objectifs, dans les objectifs qui sont fixés, la place des collectivités, en fait, la mobilité des jeunes est prévue et comment? Alors, je dirais que s'agissant d'Erasmus, pour le moment, les collectivités locales, elles sont associées et je dirais qu'elles ne le sont pas directement. Alors, soyons prudents sur ces questions-là. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'instruments qui vont devoir être remis à plat en lien avec l'adoption du nouveau programme. Et je ne dirais pas plus loin, mais il y en a beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si, comment, parce que de toute façon c'est un objectif, il y a une dimension fortement territoriale dans tout ça. Donc il va falloir associer les conseils régionaux, les conseils généraux à tout ça, il va falloir y réfléchir. Vous savez peut-être que, de mémoire, l'Association des régions de France a intégré le conseil d'administration, en ligne du conseil d'administration, de l'Assemblée générale, de la loi Larsen est passée par là, et de la 2E2F, par exemple. Ça, c'est déjà fait. Donc, on a ce souci-là. C'est vrai que dans le cadre d'une gestion décentralisée de l'Erasmus, c'est pas forcément facile. Mais ça commence. Je vous dis, on n'a pas attendu le nouveau programme pour associer l'association de France à la gestion d'Erasmus. À la gestion d'Erasmus et à l'Assemblée générale de la. Donc c'est un sujet important. C'est un sujet d'autant plus important que si on trouve des synergies selon la terminologie moderne,
avec des fonds structurels qui, eux, vont être très largement, largement dévolus aux collectivités locales. Il va falloir réfléchir à ce qu'on n'empiète pas les uns sur les autres, les bâtiments et tout ça fonctionne à fond du temps. Une petite pause. Oui. Juste une annonce pour les personnes qui ont laissé leur bagage à l'accueil. L'accueil ferme à 18h. Voilà, vous en savez bien entendu. Et on se retrouve à 4h. C'est terminé. En fait, c'est une visuelle configuration des Et oui, donc, en fait, il y a une version que vous avez sur vous avez la barre, vous avez même la restitution en direct, et mais il n'y a pas de message, et le son est voilà. En fait, c'est quasiment tout est en ligne. Et en fait, il y avait des personnes qui voulaient s'assister à la Oui. Ce n'est pas la grande chose, il y a des choses là-dedans.
À mon avis, ça va. Bon, une prochaine fois. Vous allez parler tout de suite, avec madame. Ah bon, madame. Ok. Il est là. C'est le contraire. Ça montre le partenariat. Ce soir. Oui, oui, je peux. Mais si vous pouvez me mettre un micro au milieu. Voilà. Puis, Oui. et puis on peut le mettre en place, là, on peut faire en place. Vous avez pu le mettre là, c'est bien là. Comme ça gêne moins par rapport à l'écran, on va baisser un peu. D'accord. Je connais très bien. Oui. Ah oui, mais bon, on a. Ah bon. Moi, effectivement, parce que nous, on a fait ça notre déjà, je contacte le numéro de Vous avez qui est dans le je pense que là, il y a quelque chose de nouveau. Oui, mais oui. Qui a donné lieu à des conversations. Parce que j'ai pas bien compris la région de la vérité, c'est quand je vais voir avec des amis, parce que ici, obligatoirement, il est fermé, mais le faut donc, on se retrouve à la maison, mais actuellement, ils sont là pour s'en rendre. Oui, je sais. C'est des choses qui sont comme ça.
Vous voulez le micro là? C'est une négociation difficile. Qui me dit finalement le mieux c'est Non, mais c'est vrai que. Comme ça, moi, je suis Ah oui, il y a 59. Mais bon, on va essayer, je ne vais pas faire pause. Et puis Antoine, il a donné. C'est intéressant, bah, c'est vrai que c'est des admins. Bravo.
S'il vous plaît, est-ce que vous voulez votre place? Merci de bien vouloir prendre vos places. Asseyez-vous. C'est déjà la place. On n'entend pas les étudiants. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'annoncer le discours de M. Jean-Valois, donc président de la FREREF, Fondation des régions européennes pour la recherche en éducation et formation. Donc il va intervenir sur le thème des collectivités territoriales et de la mobilité. C'est à vous. Merci, salutations à toutes et tous. J'ai trouvé jusqu'à maintenant cette journée très bonne, très dense. Et je souligne, parce que c'est pas si évident que ça, la convergence et la cohérence des propos qui sont tenus depuis ce matin. Dans le débat que nous avons en ce moment sur ces questions, c'est pas une évidence. Et donc bravo aussi à Muriel Baudron et à l'équipe qui la soutient, qui travaille avec elle pour l'organisation de cette journée. J'ai deux excuses à vous présenter. La première, c'est que je serai obligé de quitter à la fin de mon intervention cette réunion. Ça m'a passionné depuis ce matin, parce que je suis appelé à être présent à un colloque sur les cultures régionales à Marseille, culture régionale dans l'espace européen et particulièrement dans l'espace euro-méditerranéen. Donc, et puis, une deuxième excuse qui est que j'ai me senti un peu défaillante. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Je vais essayer de vous donner quelques propos dans la continuité de ce qu'on a entendu aujourd'hui, vu l'intérêt de ce qui s'est passé. Peut-être un mot quand même sur la Fondation des régions européennes pour la recherche et l'éducation et la formation. Notre mission, ma mission, sa présidence, c'est de mutualiser le mieux possible les meilleures expériences qui se passent dans les régions autour de la construction de cette révolution et la grande tout au long de la vie. Une révolution qui est particulièrement difficile en France, pour lesquelles nous avons quand même pas mal à apprendre d'autres régions et d'autres pays voisins. La deuxième particularité, enfin, de notre, dans l'immensité du nombre des organismes européens, c'est que nous sommes dirigés par les régions, que nous travaillons pour les régions.
Je dis ça parce qu'en même temps, nous avons une évolution en ce moment, constatant que, par exemple, en Europe du Nord, les régions, au sens où nous l'entendons ici ou dans les pays latins, ça n'existe pas. Donc, nous élargissons un peu notre travail. Notre prochaine université annuelle sera une université des régions et des territoires, parce que, comme j'ai pu le constater aujourd'hui, au-delà des régions, les conseils généraux, les agglomérations, les villes jouent un rôle dans cette évolution de la pente tout au long de la vie. Donc voilà, la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, c'est que nous avons notre volonté de faire travailler ensemble, nous y arrivons à peu près, à la fois les politiques, les administrations, les chercheurs, les universitaires, les opérateurs, les partenaires sociaux dont je suis, et les gens des entreprises. Voilà, donc c'est cette volonté-là aussi de faire alliance entre tous ces acteurs pour transformer les situations et pour créer cet apprendre tout au long de la vie qui nous caractérise. Alors, au-delà donc de cette présentation, quelques mots sur ce que j'ai entendu. Nous participons, je participe particulièrement à tous les efforts qui sont faits en ce moment pour obtenir que le programme 2020 soit le meilleur possible. Et donc là, je retrouve tout à fait un certain nombre de questions qui ont été posées depuis ce matin. Dans Erasmus pour tous, nous y tenons particulièrement parce qu'il y a maintenant déjà 5 ans, par la déclaration de Barcelone qui a réuni une soixantaine de régions, nous avions dit qu'il fallait absolument sortir de la situation où les étudiants avaient un peu le monopole d'Erasmus. Et donc nous avons défendu et obtenu que les apprentis, que les jeunes en première formation professionnelle puissent être concernés. Donc ça fait partie effectivement de ce à quoi nous avons travaillé et que nous jugeons particulièrement précieux, particulièrement décisif. On tient beaucoup aussi, on est fanatique donc du nom, de la nomination Erasmus pour tous. Et ça nous amène tout ça à une espèce de jeu d'alliance avec toute une série d'acteurs. Antoine Gobert en a évoqué quelques-uns, mais aussi par exemple avec le CIS3L qui est un grand organisme européen rassemblant les acteurs de la société civile. Si nous voulons gagner sur à quoi nous croyons, il faut effectivement, même si des choses avancent plutôt positivement, mais nous sommes sûrs de rien, donc nous sommes appelés à faire un jeu d'alliance de nos lignes pour que, effectivement, les choses se passent le mieux possible. Dans les choses qui se passent le mieux possible, nous nous tenons beaucoup aussi à ce que nous appelons la périphérie, mais qui a été évoqué plusieurs fois, et entre autres par Antoine. C'est vrai que la FREREF, ça va des Baléares à Małopolska, Cracovie, la Pologne, et donc à la fois nous sommes concernés par l'horizon méditerranéen, mais nous sommes aussi concernés par l'Europe de l'Est, avec l'Ukraine, des régions ukrainiennes comme des universités ukrainiennes qui frappent à la porte en disant on veut travailler avec vous. Donc, nous sommes très engagés dans les affaires euro-méditerranéennes. Jacqueline Bergeron le sait, on se retrouve dans beaucoup d'enceintes, de même que nous sommes engagés dans d'autres perspectives. Bon, voilà, et il nous semble tout à fait fondamental qu'effectivement, Erasmus pour tous porte bien toutes ces questions-là. Que dire d'autre? Je repense au débat qui a été un peu posé ce matin autour de la dynamique politique. C'était Anne Corbett qui posait cette question-là, de même que Bernard Béttot d'une autre façon. Nous sommes dans une situation un peu étrange et grave, qui est que des choses magnifiques se font sous le couvert de l'Europe. Erasmus, je ne reprends pas toutes les discussions qui ont lieu
Ce matin, on a bien senti toute l'histoire, tous les acquis de ce qui se passe. Et au-delà d'Erasmus, la question plus large de l'apprendre tout au long de la vie, le processus de Bologne, etc. Il se passe là des choses magnifiques. Je trouve que le débat que nous avons aujourd'hui, entre autres par rapport à l'Europe, il porte surtout sur ça. Et qu'on est dans une situation où ce dont on parle à propos de l'Europe, et donc là est en cause la citoyenneté européenne, ce dont on parle quand on parle de l'Europe, c'est d'autres questions tout à fait différentes et qui sont vécues beaucoup moins positivement et à juste raison par beaucoup de citoyens européens. Il n'est pas valorisé aujourd'hui par l'Europe ce qui se fait de mieux en Europe. Et je crois que ça coûte cher. Ça coûte cher sur le plan politique général, sur la dynamique politique européenne. On est devant une vraie question. C'est la faute du sommet, incontestable. C'est aussi de notre faute à tous, quelque part. Ce matin, donc, des réseaux de jeunes là sont intervenus. Et c'est très bien qu'il y ait une multiplicité de façons d'avancer autour d'Erasmus dans toutes sortes de réseaux. Je dis qu'en même temps, il y a besoin que l'ensemble de ces réseaux se coordonnent pour peser sur les décisions. C'est très éclaté tout ça, personne ne connaît l'autre. Donc on a des vraies difficultés autour de ça, mais pas seulement par rapport à ces questions-là, mais aussi par rapport à tous les acteurs en ce moment qui militent autour de réalisations européennes. Il n'y a pas assez de coordination, de transversalité, de synergie entre tous ces acteurs pour porter ces discussions-là. Mon boulot est effectivement de constituer le plus possible d'alliés et d'alliances par rapport à nos objectifs et pas qu'on y arrive, mais en même temps, il faut que sur le terrain, localement, des choses aussi se fassent dans cette direction-là. On a un enjeu aujourd'hui, je redis, dynamique européenne, citoyenneté européenne, qui me semble très important par rapport à une montée partout, bon, dans les mots termes médiatiques de l'euroscepticisme, voire de l'euro-négativisme. Donc, voilà. Et cette réalité-là, donc, il a été dit ce matin, que ces échanges européens, ce travail qu'on fait à la FRF, de réunir des gens venus de régions très différentes, de cultures très différentes, pousse, j'allais dire, j'ai entendu à la tolérance, très bien, pousse à la diversité, la multiplicité, l'interculturalité. J'ajoute que ça permet à chacun de prendre du recul par rapport à sa propre culture, ou à sa propre façon de faire. J'ai bien aimé des remarques de M. Lambollet et son regard critique international sur quelques réalités françaises. Là aussi, je me sens très très fortement en convergence avec ça. Je vais peut-être prendre deux exemples ou trois. On a traversé en France, on traverse encore le débat, l'anglais dans la proposition de loi Geneviève Furason. Et on est complètement franco-français, c'est-à-dire parfaitement théologique ou idéologique. C'est-à-dire qu'on dit c'est ou le français ou l'anglais. Et que la question qui est posée, c'est et le français et l'anglais. Bon, que donc on développe la culture anglaise à l'intérieur des formations? Je ne vois pas de difficulté à ça. En même temps, il faut absolument que l'on conforte la langue française à l'intérieur de l'Europe. On a des outils pour ça qui sont, à mon avis, pas assez ou mal utilisés. Et je souligne un point qui est que la langue véhicule des cultures, une mentalité, un point de vue même, et que l'anglais véhicule sur des questions qui nous occupent
un rapport entre l'économie et l'éducation qui n'est pas celui de la culture latine. Et heureusement. Et donc, c'est aussi une conception du rapport économie, emploi, formation, éducation tout au long de la vie, etc., qui est en jeu à travers l'utilisation des langues et la nécessité donc de multiplier, enfin, du multilinguisme pour reprendre les choses qui ont été dites avant moi ce matin. Donc ça, c'est une première remarque, et je trouve qu'on s'enferme donc dans un débat bien franco-français, de culture bien franco-française. Deuxième exemple, il est autour de l'informel, le non-formel et le rapport avec le formel. Bon, je crois que dans beaucoup d'autres pays, et en particulier lorsque est question la lutte contre le décrochage scolaire, ou plus exactement, quel processus permet de passer du jeune décroché à un jeune raccrocheur, socialisé, etc. Comment passer de l'élève décroché même au jeune raccrocheur. Sur ces questions-là, on sent bien qu'il y a une interaction tout à fait importante et nécessaire entre ce qui est le formel, l'informel, le non-formel. Il se joue à la périphérie, j'allais dire, du système éducatif, toutes sortes d'éléments qui sont indispensables. Et donc, en France, on retrouve ça dans la validation des acquis de l'expérience. Je connais bien pour avoir participé l'enchantement de cette chose, mais avec la déception à la sortie que le monde académique a réacadémisé beaucoup cette validation des acquis de l'expérience, et qu'elle n'est pas celle qu'avec Vincent Merle, un ami malheureusement décédé récemment, ce qu'on avait mis en place. Donc voilà un deuxième point qui, moi, me semble aussi nécessiter un recul par rapport à ce que nous faisons en France, et le fait de travailler beaucoup avec d'autres régions, d'autres cultures, permet de voir, me semble-t-il, plus clair et de prendre du recul par rapport à ça. J'ai une commande de Muriel, donc je veille à la tenir. Je vais peut-être terminer par deux questions. La question de la mobilité. Donc, nous avons consacré beaucoup de notre temps et de notre investissement pour les mobilités Erasmus, pour dire vite, et puis pour les autres. Pour une mobilité qui est géographique. Notre conviction, et que nous avons fait partager à d'autres, qui donc ont amené des prises de position d'autres, c'est que cette mobilité géographique prendra toute sa dimension et sa valeur si elle s'intègre bien à tout ce qui est mobilité personnelle, mobilité professionnelle, que tout ça fait lien ou ensemble dans un monde où le parcours de vie des personnes est un parcours plein d'aléas dans lequel la maîtrise de la mobilité, de leur mobilité par les personnes est quelque chose de décisif. Moi, je constate que les retours que nous avons de mobilité Erasmus auxquels on a participé sont toujours très positifs. Je suis moins content de ce qui a été traité avant et de ce qui a été traité après comme valorisation maximale de ce moment qui est celui du passage de la mobilité dans le monde. Et je termine par une question qui est celui du rôle des entreprises. Alors ça amène aussi en incidence un certain nombre de positions prises à propos de l'avenir d'Erasmus pour tous. Cette question-là pose aussi amène à faire lien entre ce qui se passe à Erasmus pour tous et ce qui se passe sur le FSE. En particulier, lorsque les régions sont amenées à jouer un rôle. S'il y a trop grande désarticulation entre
les opérations FSE et les opérations Erasmus, nous n'aurons pas ce qui est à rechercher et ce que réussissent les régions. Ils sont là pour ça et c'est pour ça qu'ils ont un rôle particulier, c'est-à-dire une relation forte entre développement économique, aménagement du territoire, développement de l'emploi, à grand tout au long de la vie. Cette connexion-là, il faut aussi que les projets européens nous en donnent la possibilité. Et ça appelle, puisque c'est un partenaire social qui parle, ça appelle y compris que les entreprises fassent un peu de ménage devant leur porte. Si nous en restons dans la logique de financiarisation qui monte majoritairement dans un certain nombre d'entreprises, nous n'aurons pas cet équilibre qui est au fond le fondamental de l'entreprise, qui est qu'une entreprise, ça produit des biens et des services, ça fait du profit, mais ça fait avec et pour les salariés, ça fait avec et pour son territoire. Ça, c'est les 4 composantes fondamentales de l'entreprise qu'il faut faire vivre ensemble. Si ça n'est pas vécu, ça veut dire que, entre autres, les questions du rôle de l'entreprise dans le système éducatif, un rôle tout à fait nécessaire, il ne faut pas laisser l'éducation aux seuls éducateurs. Ça, c'est certain. Bon, si ce retour aux fondamentaux ne se fait pas du côté des entreprises, nous n'aurons pas une réponse des entreprises à la hauteur des enjeux que nous avons aujourd'hui. Alors bien sûr, quand on regarde du point de vue européen, l'alternance, l'apprentissage, la culture allemande ou autrichienne ou suisse, etc., réussit et en même temps progresse dans les têtes européennes, mais cet élément dont je parle, qui est que les entreprises se considèrent comme complètement responsables de la formation, non seulement co-responsables de la formation, non seulement de leurs salariés, mais des gens et des personnes de leur territoire, qu'ils soient salariés, chômeurs, jeunes ou autres, cette question-là n'est pas réglée et si elle ne se règle pas, nous ne sortirons pas par le haut, j'ai entendu ça ce matin, je suis très d'accord avec ça, nous ne sortirons pas par le haut de la crise que nous vivons. J'ai pu dépasser un peu de réel. Est-ce qu'il y a des questions à Jean-Benoît? C'est-à-dire que vous avez été clair. Est-ce que vous voulez déjà prendre votre train? Super. Dis-moi alors. Donc maintenant, on a le plaisir d'accueillir Jacqueline Bergeron, présidente d'Erasmus Expertise, qui va nous présenter son consortium Euromed, Euroméditerranée. Bonjour à tous et merci à toi Jean particulièrement qui m'a ouvert la L'Euroméditerranée. de l'Euroméditerranée et précisément peut-être de la présentation de nos travaux. Alors oui, quelques mots nécessairement sur la création d'Erasmus Expertise. Alors que l'on s'y trompe pas, rien à voir avec la promotion d'Erasmus
pour tous ou des précédents programmes. En fait, l'initiative de cette association, qui est une association donc, de droit français, mais à vocation internationale et avec un regard plus particulièrement tourné vers l'Euro-Méditerranée, est née, je dirais, d'une auberge espagnole scientifique, c'est-à-dire d'un groupe de bons copains, de vieux retards que nous sommes, puisque nous sommes, je crois qu'on appelle ça des experts seniors à la Commission européenne. Donc nous bénéficions malheureusement de ce statut de senior. Et nous avons tous, je dirais, roulé notre bosse sur des programmes européens qui Tempus, Erasmus Mundus, certains d'entre nous titulaires de charge en monnaie, etc. Et donc l'idée est née de créer cette association en tant qu'instrument, avec une initiative, on en a parlé aujourd'hui, d'initiative, d'instrument nouveau. Jean vient de l'évoquer aussi dans son propos. Pour trouver des synergies, ces fameuses synergies dont Jean parlait précédemment et qui ont été évoquées aussi tout au long de la journée, pour, je ne sais pas s'il faut dire promouvoir, mais en tout cas permettre de valoriser, mutualiser, capitaliser différentes expériences qui existent tant du côté de l'Europe que du côté de la Méditerranée et de l'Euro-Méditerranée et qui nécessitent peut-être un cadre pour être valorisé. Alors, on a donc créé cette association qui est récente, qui a moins de 2 ans, avec trois axes forts de travail. Un premier axe qui est celui de la recherche, de la valorisation et des échanges, à travers de l'organisation de colloques, de séminaires. Nous avons d'ailleurs la semaine prochaine une conférence sur les cultures et les mobilités en Euro-Méditerranée et le développement des coopérations scientifiques et universitaires, qui marquera d'ailleurs aussi le lancement d'un consortium Euromed que nous allons animer. Donc, recherche, valorisation, échange, issus des expériences du terrain. Et quand je parle des expériences du terrain, j'entends ici la volonté aussi de rapprocher les acteurs politiques, scientifiques, académiques. Et dans la famille des académiques, bien sûr, les étudiants sont présents. La semaine prochaine, d'ailleurs, ce sont les doctorants qui animeront les débats de notre conférence. Et également la société civile dans des productions que nous tenons à être scientifiques par une alliance du conceptuel et du terrain. Et ça, je pense que c'est un axe fort que nous souhaitons développer. Un deuxième axe, l'accompagnement, l'évaluation, la formation, parce qu'il nous a semblé, ça a été évoqué déjà au cours de la journée, de manière plus ou moins directe, qu'il n'était pas toujours facile de mettre en œuvre les programmes proposés par la Commission européenne, mais pas seulement. Aujourd'hui, on parle de la Commission européenne, je crois qu'on va parler aussi du MAE, pour ne nommer qu'UBI, ou d'autres programmes qui ne sont pas toujours aisés d'abord de connaître, de découvrir, et puis ensuite de monter et de mettre en œuvre. On parlait du CDR, c'est vrai que c'est déjà en soi parfois un petit ânesse de monter un tel projet. Donc de pouvoir aussi mutualiser les expériences des uns et des autres à ce niveau-là et de constituer un échelon peut-être intermédiaire d'appui et d'accompagnement. Et puis un troisième axe qui est le soutien au partenariat. Bon, je pourrais y revenir peut-être plus à travers les questions après. Bon, on a vu évidemment que la Commission européenne va valoriser dans le programme Erasmus pour tous les partenariats.
Nous avons donc fait le choix d'un axe plus particulièrement euro-méditerranéen, et on pourra le dire pourquoi, enfin, je pourrais expliquer pourquoi ensuite. Donc l'idée, c'est aussi de permettre un soutien et d'offrir donc un cadre pour la constitution de ces partenariats. Et donc l'idée de notre consortium Euromed, bien évidemment, est déjà un premier point par rapport à ces soutiens. Donc, j'en viens peut-être un petit peu plus précisément à ce consortium que nous allons lancer et qui finalement, enfin, l'idée est née à la suite du dernier colloque que nous avons organisé à Bordeaux le 27 novembre dernier, où nous avons eu l'impertinence de vouloir critiquer, au bon sens du terme, la mise en œuvre des programmes proposés par la Commission européenne au niveau de l'enseignement supérieur. Donc on a un petit peu passé au filtre ces différents programmes, Erasmus+, Erasmus+, etc., à travers le regard de chercheurs qui étaient présents, mais aussi le regard de ceux qui sont chargés de les promouvoir. Et Antoine Goldberg était présent à notre colloque. Et à la suite donc de ce colloque, il nous a semblé nécessaire, utile et incontournable de créer d'ores et déjà un consortium à l'aune de ce fameux programme Erasmus pour tous, puisque de toute façon, comme on le sait, l'Union européenne tente de parvenir à un règlement négocié des conflits qu'on connaît tous au niveau de la Méditerranée et du Moyen-Orient en particulier, et s'inscrit comme un acteur important dans les printemps arabes et le processus de paix au Moyen-Orient. Et il nous a semblé, à travers nos échanges, nos expériences, que faciliter les échanges intellectuels et culturels participait de l'évolution des démocraties sur cet espace dont je reconnais qu'il nous est cher, qui est celui de l'Euro-Méditerranée. Alors, la finalité, elle peut paraître simple et elle est à la fois ambitieuse de ce consortium, c'est de contribuer au développement de l'espace euro-méditerranéen, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons ajouté et de la recherche. L'hésitation a été présente aussi, par le renforcement des coopérations entre les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en lien avec le monde économique. Et je rajoute immédiatement, bien sûr, la société civile. Et Dieu sait si la société civile, de l'autre côté de la Méditerranée, joue un rôle majeur, bien évidemment, non seulement dans l'évolution des phénomènes démocratiques à travers l'éducation et la culture, mais plus largement aussi via l'enseignement. À travers cette finalité, on peut décliner deux axes. Notre volonté de renforcer la compréhension des cultures. Alors, qu'est-ce qu'on veut décliner à travers ça? Je vais peut-être prendre appui sur un exemple que j'ai vécu récemment. J'étais il y a un mois à Beyrouth, je participais à un colloque organisé par l'AEF qui portait sur le dialogue des cultures et la culture du dialogue au Moyen-Orient. Et Dieu sait, c'était un sujet un peu chaud actuellement dans cette région. Et j'y faisais une communication sur la question des savoirs invisibles qui se développent au niveau des cultures et qui sont finalement des savoirs ordinaires de tous les jours, mais qui sont souvent méconnus, inconnus et donc évidemment pas valorisés et encore moins capitalisés et encore moins validés dans des parcours sociaux d'intégration sociale. Et à travers cet exemple-là, on rejoignait bien évidemment ce qu'on entend au niveau de la Commission européenne par savoir informel et la volonté de montrer que
de cultures différentes peuvent émanent nécessairement des savoirs ordinaires qui méritent d'être valorisés, capitalisés et voire validés pour pouvoir accompagner des parcours d'intégration sociale, voire d'intégration socio-professionnelle. Et je conduis en particulier actuellement une étude sur ce sujet-là avec une collègue qui est chercheure au CNRS sur les compétences que développent les femmes réfugiées syriennes au Liban. Et croyez-moi, qu'elles développent de véritables compétences à travers des savoirs de tous les jours qui sont de véritables bagages pour leur parcours actuels et futurs, et qu'on peut complètement inscrire dans des parcours non formels de formation. Donc ça rejoint la capillarité et l'alliance entre le non formel et l'académique qu'évoquait Jean dans son propos précédemment. Donc voilà un petit peu un exemple pour illustrer ce qu'on entend par renforcer la compréhension des cultures. Deuxième axe, contribuer au renforcement des liens politiques, culturels, économiques, institutionnels, éducatifs et scientifiques entre le secteur de la formation et de la recherche et celui de l'entreprise. Nous avons vocation à créer peut-être une meilleure capillarité entre l'axe de la formation et de la recherche, qui sont des axes peut-être encore, en tout cas des champs qui restent relativement dichotomiques aujourd'hui. Et on sait par exemple que les résultats de la recherche sont extrêmement importants pour le monde économique, pour l'entreprise. On sait que l'entreprise peut nous dicter mieux ses besoins peut-être au niveau de la recherche. Donc là, il y a certainement de la capillarité à trouver sur l'espace européen. On sait également que les résultats de la recherche peuvent permettre l'évolution de l'offre de formation. Et on sait également que les résultats de la formation peuvent amener des thématiques innovantes et créatives au niveau de la recherche. Donc nous avons vocation à faciliter la capillarité entre ces champs qui restent peut-être encore, alors le mot imperméable est un peu sévère sans doute, mais qui restent encore à rapprocher. Et vraisemblablement, le programme Erasmus pour tous va nous y aider. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu finalement créer cet instrument qui se veut original? Alors, original, pas dans son cadre juridique, parce que rien n'est moins original peut-être qu'une association loi 1901, mais original dans sa composition, parce que nous avons un conseil d'administration qui a la particularité déjà d'être euro-méditerranéen et qui va aussi voir du côté des pays du voisinage, puisque nous avons au niveau du CA des collègues bulgares, slovaques, mais aussi du Kazakhstan, des Marocains, Libanais et Tunisiens. Et nous avons un conseil scientifique qui drive un petit peu nos travaux et nos axes de réflexion et de recherche, qui est aussi composé pour une large part de collègues des deux rives de la Méditerranée et des pays du voisinage. Donc l'idée, c'est de favoriser la mobilisation des acteurs dans le respect des droits de l'homme. Alors c'est une banalité de dire ça, j'en ai bien conscience. Mais en même temps, c'est une nécessité de le réaffirmer, je pense. Le respect aussi de la diversité culturelle en prenant appui sur la coopération scientifique et universitaire. Et il nous semble que cette coopération est véritablement un levier précieux, comme je le disais précédemment, au service du développement des démocraties. À travers finalement quelque chose d'assez simple qui est celui du partage de la connaissance. L'idée aussi que nous avons, c'est de permettre l'accompagnement d'une politique humaniste et réaliste. On a vu que c'est une des composantes, la composante politique du programme Erasmus pour tous. Donc nous avons aussi le souhait de nous inscrire dans cette démarche-là, et ainsi de contribuer donc
un autre niveau, qui est un niveau totalement intermédiaire entre le global et le local, je dirais, au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cet espace Euromed. Alors pour ça, on a deux leviers, on s'est appuyé sur deux leviers. Déjà, évidemment, la proximité géographique de l'Europe est une composante naturelle pour favoriser les liens entre les deux rives dans le cadre de projets de formation et de recherche que l'on souhaite évidemment créatifs et innovants. Et dans une approche que nous souhaitons également transdisciplinaire. Donc là, j'évoquerai peut-être la sagesse d'Edgar Morin, qui toujours nous a engagés, et je crois que c'est plus vrai encore aujourd'hui que jamais, sur la scène complexe géopolitique que nous connaissons, à nous enrichir de la transdisciplinarité, et c'est un axe fort, je crois, de notre approche, à partir des cultures très variées que représentent déjà les acteurs et les partenaires qui sont rassemblés au niveau d'Erasmus Expertise. Un autre levier, c'est celui des territoires à l'échelon local. Alors Jean l'a évoqué juste avant moi. Je pense que ça va être aussi évoqué dans l'intervention qui suivra la mienne, donc je ne vais pas trop m'étendre sur cet aspect-là. Mais il est certain que nous sommes partis, alors je ne dirais pas d'une certitude, mais en tout cas d'une hypothèse, qui est que les territoires fabriquent de la connaissance. Je pense qu'on a quand même un certain nombre de travaux scientifiques qui nous permettent de poser ça comme hypothèse. Des territoires émergent des compétences. Et notre idée, au niveau de notre association, qui est, comme je le disais, un petit peu un niveau intermédiaire entre le global que représentent les autorités politiques comme le Parlement, l'Union européenne, mais aussi les cadres nationaux des différents États et des différents pays qui sont représentés au niveau de l'association, et puis les territoires à l'échelon les plus locaux, je dirais, du terme, nous avons la prétention de représenter un échelon intermédiaire qui permet aussi ce maillage entre le global et le local, dont on voit qu'il ne va pas de soi, a priori, qu'il ne va pas de soi. Alors, sur le côté un petit peu plus pratique, quelques axes fondateurs de notre plan d'action qui sera validé dans les semaines qui suivent. Favoriser les mobilités individuelles. Alors quand on parlait aujourd'hui on a beaucoup parlé mobilité, on a parlé mobilité individuelle, je ne vais pas revenir dessus. Notre idée c'est de développer un axe de travail pour accompagner les mobilités individuelles et qu'elles fassent sens. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement, pour reprendre ce que disait Jean aussi précédemment, des mobilités géographiques, mais qu'elles soient aussi des mobilités citoyennes, académiques, voire scientifiques. Alors, de fait, elles le sont déjà, mais sont-elles valorisées en tant que telles? Moi, je n'en suis pas si sûre. Comment, par exemple, sont valorisées les compétences citoyennes que développent les étudiants pendant leur mobilité? Tous ces savoirs invisibles, pour reprendre cette expression que j'utilisais précédemment, sont-ils déjà dans un premier temps identifiés au retour des mobilités? Sont-ils valorisés? Et pourrait-on envisager qu'ils soient validés, ce qu'on appellerait peut-être des compétences informelles et non formelles? Et Dieu sait si l'on interroge les étudiants quelques années après leur mobilité, si ce qui ressort le plus, ce qui semble ressortir le plus en tout cas, des parcours de mobilité, c'est essentiellement ces compétences-là. Que reste-t-il des savoirs académiques et des crédits qu'ils ont validés à leur retour de mobilité? Je crois pouvoir avancer sans trop de risques, peu de choses. Que reste-t-il des compétences informelles qu'ils ont développées de ce qu'on appelle dans un pays que j'aime beaucoup et que je travaille, qui est la RDC, la débrouillardise, tout ce qu'ils ont dû apprendre et construire pour peu qu'ils soient sortis du ghetto Erasmus
et de la corporation Erasmus quand ils étaient dans des pays d'accueil. Les apprentissages sont absolument extraordinaires et je pense que dans le cadre peut-être de l'amélioration de la qualité des mobilités, on a à valoriser, me semble-t-il, ces compétences-là. Donc c'est un des exemples, simplement un exemple pour montrer ce qu'on souhaite valoriser au niveau des mobilités. Je vais accélérer peut-être parce que je crois que je ne vais pas dépasser le temps. L'idée, c'est aussi donc, de développer des coopérations dans le cadre de projets de formation et de recherche et de développer des partenariats. Alors, j'ai entendu parler de mobilité virtuelle, donc j'ai une idée là-dessus, je l'exposerai volontiers si on a le temps dans le débat après. E-partenariat, pour nous, c'est autre chose. E-partenariat, c'est pouvoir garder du lien, pouvoir construire des projets, avoir des contacts avec des collègues qui sont dans des pays qui, à ce jour, sont encore condamnés. Je prendrai un exemple, la semaine prochaine, donc je dois introduire notre conférence à Bordeaux avec un collègue qui vient de Gaza et qui m'a envoyé un mail ce matin en disant, tu sais, la vente de Gaza vient de fermer, donc je ne suis pas sûre d'être à Bordeaux la semaine prochaine. Et nous sommes dans des réalités, nous sommes aujourd'hui coupés physiquement de nos collègues syriens. Nous n'avons plus la possibilité de travailler autrement que par du e-partenariat. Donc dans le e-partenariat, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre sur Skype, on crée, nos collègues ont créé des radios locales qui nous permettent d'être en contact permanent avec eux, etc. Et donc la zone sur laquelle nous travaillons, donc Euro-Méditerranée, nous oblige, nous engage très fortement sur l'e-partenariat. Et à travers ces différents volets, évidemment, notre souhait, c'est de contribuer à notre niveau à la construction des politiques d'enseignement supérieur et de recherche et de renforcer donc cet espace euro-méditerranéen. In fine, et ça sera la conclusion, notre objectif, c'est de permettre la construction de coopérations scientifiques solides. Quand je dis solide, c'est pas pour dire qu'elles ne sont pas solides autrement, c'est pour dire que aujourd'hui on s'aperçoit que les coopérations scientifiques tiennent souvent aux personnes. Alors c'est très bien, mais elles tiennent aux personnes plus qu'aux institutions, même si ces personnes représentent bien évidemment des institutions. Et nous nous sommes souvent rendus compte que lorsqu'il y avait un changement dans les ressources humaines d'une institution, eh bien on pouvait perdre des coopérations scientifiques qui avaient pu se révéler très riches au demeurant. Donc, notre objectif, c'est d'essayer, encore une fois, de capitaliser et de pérenniser des coopérations scientifiques pour permettre d'explorer donc de nouveaux domaines, aussi des nouveaux mécanismes de collaboration qui soient issus de partage des pratiques. Et l'aspect pratique, l'aspect expérience nous tient à cœur et je pense que nous pouvons effectivement nous enrichir des expériences de terrain pour avancer dans ces perspectives. Et donc l'autre idée, comme je l'évoquais précédemment déjà dans mon propos, c'est de représenter un échelon intermédiaire entre le global que représente l'Europe, mais pas seulement, d'autres continents aussi, d'autres régions sur des continents. Donc un échelon intermédiaire entre le global et le local, que sont les territoires et leur réalité, pour pouvoir mallier ces deux niveaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2014-2020 de l'Union européenne, mais pas seulement, puisque nous travaillons évidemment avec d'autres programmes aussi, et donc plus largement contribuer à la conception des politiques publiques d'enseignement supérieur et de recherche au service des démocraties sur la zone euro-méditerranéenne. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente. Monsieur Amartiou, chef du service de la coopération décentralisée pour le Conseil général, donc vous allez nous dévoiler un petit peu les aspects mobilité.
Bien, merci. Donc, vu que c'est la fin de la journée, je vais essayer d'être très dynamique et très bref. Donc, je vais essayer un peu de vous parler des collectivités locales, hein, de la légitimité dans le cadre de la mobilité des jeunes. Mais surtout, je vais par des exemples concrets, surtout par un exemple concret, très proche de l'unité, vous montrer un peu ce qu'on peut faire concrètement dans le cadre de la coopération universitaire, scientifique et de la recherche au profit des enseignants-chercheurs, mais aussi des étudiants, mais tout en mettant en avant également l'intérêt pour le département, de la collectivité que je représente, justement de promouvoir cette coopération-là. Et puis, j'aimerais dans un premier temps, parce que je pense que c'est important, que ce matin on discute, de préciser un peu quand même les termes qu'on utilise. Et je pense que la mobilité, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, c'est important et qui peut avoir plusieurs sens, de préciser justement de quoi on parle. Et pour nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, il me semble que ça peut partir d'un projet personnel, comme ça peut partir d'un projet collectif. Et les instruments que le Conseil général met en place, que je vous présenterai après, justement répondent à cette exigence-là pour permettre aux jeunes de pouvoir choisir en fonction de leur projet, de la façon dont ils veulent vivre leur mobilité. Cette mobilité, évidemment, elle peut se faire sous plusieurs modalités. On va avoir une mobilité nationale. Donc souvent, pour nous, collectivités territoriales, la question se pose. Les jeunes du triel, on a envie qu'ils bougent et qu'ils ne restent pas toujours, pour ceux qui connaissent un peu le département, qui deviennent dans leur montagne, mais on a aussi des enfants qui veulent bouger, de pouvoir le faire, de pouvoir justement accéder à une certaine mobilité, comme les jeunes du Nord-Isère, de la même manière que les jeunes de Grenoble aujourd'hui peuvent bouger au niveau national, mais aussi à l'international, dans notre cas. Elle peut être définitive ou temporaire. Alors, c'est définitive, il faut tout s'écarter, ça ne nous intéresse pas, c'est pas celle qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la mobilité temporaire dont on parle. Et je parle d'ailleurs de cette mobilité qui n'a pas vocation à se prolonger au-delà de l'objectif initial des séjours. Souvent, quand nos volontaires de service international, de solidarité internationale, quand ils partent, on leur dit, et c'est un discours qu'on reprend souvent dans les séminaires qui sont organisés par le service de coopération centralisée de Lyon, qui est gestionnaire délégué d'un certain nombre de volontaires de solidarité internationale, qu'un volontaire de solidarité internationale n'est pas un expatrié. Donc, dès le début, il faut vraiment qu'on intègre cette question-là, mais ça pose des questions également, ce qu'on disait, puis avant, mais aussi après. Ça peut concerner un public étudiant, voilà. Mais aussi ça peut concerner non étudiants. Et je pense que ça, c'est une question qui est essentielle pour nous, collectivités locales, notamment pour le département, que beaucoup dans cette unité connaissent bien, parce que beaucoup de l'UID2, notamment carrière sociale, souvent sont aussi, la plupart de mes collègues au Conseil général viennent souvent des carrières qui sont développées à l'UID2 carrière sociale. Aussi, et on sait que le public non étudiant est beaucoup nombreux parmi les publics que le Conseil général justement suit ou accompagne dans son développement. La solidarité internationale est un enjeu de société et un outil de politique publique. Alors, je pense que ça c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que souvent on pense que, notamment en période de crise, on met trop d'argent dans la solidarité internationale. Mais on ne met pas de l'argent juste pour les territoires. Et je pense que, et je reviendrai là-dessus quand je vais essayer d'apporter des définitions institutionnelles, mais aussi pragmatiques de ce que c'est que la coopération centralisée, à quoi elle sert, le retour sur le territoire isérois en l'occurrence en particulier, ou sur les territoires français, c'est une obligation légale. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et la légitimité des collectivités locales, c'est par la loi. Donc, je vais prendre vraiment les lois très très récentes sur la coopération centralisée, la loi de 92, mais aussi la loi de 2017, la Batelière, qui, elle, exige de façon très claire le retour sur les territoires français quand on s'inscrit dans des programmes de coopération centralisée. Par la cible, c'est un enjeu de société, je disais tout à l'heure, la globalité de la jeunesse, on ne peut pas nous dire qu'on va s'occuper des étudiants. Donc à un moment donné, je dis très souvent que le Conseil
conseil général s'occupe de l'individu dès l'instant qu'il est dans le ventre de sa maman, parce que les conseils difficiles sont suivis par le conseil général, les sachants du conseil général, jusqu'à la vieillesse, parce que justement les maisons pour personnes âgées sont aussi effectivement financées et suivies par le conseil général en lien avec les compétences de l'État. La territorialité, la coopération centralisée, c'est un enjeu de territoire à territoire. Donc bien clair, bien prescrit, c'est une pratique, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se mettre dans le cadre d'une relation entre le conseil général, entre une institution française et une institution étrangère, ou plusieurs institutions, mais en tout cas au minimum, il faut qu'il y en ait une qui soit étrangère. Là, on est dans le cadre d'une coopération centralisée au sens juridique du terme. Et elle répond à une réponse aux inégalités. L'enjeu pour les départements, et je pense que ça c'est une question qui est essentielle, qui a été abordée tout à l'heure, notamment sur comment on peut justement démocratiser l'accès à la mobilité. Et je pense que souvent quand on parle de démocratiser l'accès à la mobilité, on pense tout simplement à ceux qui ont déjà accès à l'information pour la mobilité. Parce que la démocratisation de la mobilité, elle est aussi dans l'accès à l'information, au fait que les familles elles-mêmes soient convaincues de l'utilité de la mobilité. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est très très important, et l'État l'a compris. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Aujourd'hui, l'ouverture vers les collectivités locales, vers les territoires, est un enjeu très très réel. Mais, comme je dis, la mobilité, ça a été répété tout à l'heure, ne doit pas être une finalité en soi. C'est un outil, c'est un instrument qu'on met au service du jeune pour sa formation, pour son développement personnel, pour le fait qu'il puisse construire un nouvel capital humain, entre guillemets, et qui lui permet justement de pouvoir développer des compétences nouvelles ou des capacités lui offrant la possibilité de s'insérer, soit socialement, soit professionnellement. Et donc, plusieurs études, en tout cas en France, notamment un rapport qui a été remis en 2011 au gouvernement, qui a été rédigé par Jean-François Bernardin, montrait que, effectivement, les principaux freins de la mobilité, c'est bien sûr la question sociale. Donc là, je vais revenir à discuter sur des termes bourdieusiens, des termes. Quand les étudiants, y compris, quand je parle juste des étudiants de master, quand ils vont faire le choix de mobilité, de toute façon, ils font des arbitrages. Voilà. Et parmi ces arbitrages-là, quelque chose qui est très très important, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand on parlait des prêts, les étudiants de familles aisées n'attendent pas les prêts pour partir. Donc je pense que, sans donner un avis sur la pertinence ou non des questions de prêts, même si j'ai un avis là-dessus, on attendra comment ça va se faire, et l'évaluation qui en sera faite, c'est surtout dire tout simplement que la question des moyens, c'est une question essentielle et qu'il faut aborder. Et que les collectivités locales ont leur part de responsabilité dans ce domaine-là pour permettre justement aux jeunes de notre territoire de pouvoir justement vivre la mobilité qu'ils souhaitent. Et donc elle permet forcément, à partir de ce moment-là, de lutter contre les inégalités, parce que quand on ouvre les jeunes vers l'extérieur, à partir de ce moment-là, on a justement permis déjà de pouvoir changer de cadre, de pouvoir changer de focale sur la vie, sur l'expérience qu'on peut vivre. Et je dirais, par contre, pour tout cela, on a besoin, de toute façon, d'avoir des outils et des instruments. Il ne faut pas faire de la mobilité s'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'instruments. Erasmus fait partie justement de ces outils, ces instruments de mobilité. Et les collectivités locales en sont conscients, et je vous présenterai tout à l'heure, sans tarder, sur ces questions-là. Et puis bon, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, la question de l'utilité et du déterminisme social par la mobilité aujourd'hui. Je vais la passer parce que, comme je disais tout à l'heure, on passe beaucoup de temps, mais il faut savoir que l'utilité de la mobilité n'est pas la même. La perception d'une mobilité utile n'est pas la même en suivant nos origines, nos expériences, nos vécus, notre approche interculturelle, nos références, nos familles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'il y a un déterminisme social? Il y a juste
que si on reprend la dette marxiste, ce n'est pas parce qu'on va aller au Festival de Rio de Janeiro qu'on ira, c'est parce qu'on a les moyens. Quelque part, qu'on ira, ou en tout cas qu'on a accès à ces moyens-là. Alors, je vous ai fait ce petit croquis pour démontrer un peu pourquoi nous, en tant que Conseil général, on est légitime. Alors, nous avons la mobilité pour le public numéro 1, qui est le public étudiant, universitaire, qui a accès à l'information. Peut-être avoir accès à l'information ne veut pas dire qu'on peut partir, parce qu'on parlait au CIO, à l'université, savoir tout ce qui se fait sur la mobilité et ne pas pouvoir partir. Donc, voilà. On a un autre, mais ça, c'est un public universitaire. On a un autre public qui n'est pas forcément un public universitaire, mais qui, lui, a accès à l'information par d'autres biais et qui peut partir. Donc, c'est pas entre ces deux publics, on a une zone de conteneur, on a un public qui peut être étudiant, comme qui peut ne pas être étudiant, mais qui n'a ni accès à l'information ou qui n'a pas les moyens de vivre sa mobilité. Et nous, collectivités locales, notre cible prioritaire, justement, c'est cette cible-là qui est dans le banc pour nous, qui n'a accès ni à l'information, ni aux stratégies, ni à la connaissance. Et parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut apporter une réponse un peu plus égalitaire par rapport à la mobilité. J'ai essayé de faire, je dirais tout à l'heure, je pense que la question a été posée tout à l'heure. Et là, mais du coup, nous, quand on intervient, on est sur la globalité de la cible. Et juste pour montrer qu'on peut mettre en place des dispositifs qui viennent encourager la mobilité des étudiants, qui est prévu. Mettre en place des dispositifs qui accompagnent les jeunes qui ne sont pas étudiants mais qui ont envie de partir. Et en même temps, aller chercher ou donner l'envie de mobilité à ceux qui sont hors dispositif. Et là, on est sur une cible globale, et donc, par conséquent, il nous faut une approche globale. Nos instruments doivent intégrer cette approche globale-là. Mais cette approche globale-là, elle parle d'une action locale. Et là, on revient global au local. Cet ascenseur-là, c'est une action d'une collectivité locale, en lien avec les objectifs de l'État, mais qui permet une réponse globale, une mobilité globale sur l'ensemble du territoire. Les dispositifs que le Conseil général essaie de développer aujourd'hui répondent à une complémentarité avec ce qui peut se faire avec Erasmus ou avec d'autres dispositifs de mobilité des jeunes étudiants, répond à un besoin de mobilité des jeunes, que ce soit les jeunes des quartiers défavorisés comme les jeunes en zone rurale, mais également favorise l'accès à l'information et aux instruments de mobilité pour des jeunes et des autres. Alors, je ne vais pas revenir sur la coopération décentralisée, je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà dit. Peut-être juste sur la dernière partie, la convention, et je pense que ça, c'est un cadre juridique qui offre, parce que si la collectivité locale, avec sa collectivité partenaire, inscrit dans le cadre de sa coopération, de sa convention, des éléments de mobilité qui concernent sa jeunesse, on est sur quelque chose qui est déjà une base solide qui permet de dire oui, on s'ouvre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. Aujourd'hui, l'État, sur les derniers documents cadres de coopération de partenariat, notamment par exemple dans le cas de l'Algérie, pour la première fois, la question de la jeunesse est abordée dans ce document-là. Donc, le document qui a été signé par le président de la République au mois de décembre. On pense que c'est une avancée importante, en tout cas qui permet d'offrir un cadre sécurisé sur le plan juridique, ou en tout cas un cadre de référence qui permet de développer des initiatives possibles. Alors, voilà ce qu'on appelle dans le monde de la coopération de carré magique. Pourquoi carré magique? Il n'y a rien de carré, il n'y a pas un parallélisme des formes qui dit qu'on est dans un carré. C'est surtout la dualité de la relation. C'est une relation deux par deux entre une collectivité française et une autorité étrangère. J'ai dit autorité étrangère parce que souvent, et ça c'est l'exception française de la décentralisation, nous on peut être en relation avec, comme c'est le cas en Arménie, une préfecture, la préfecture du Khartoum, en Palestine avec le gouvernement PPM, au Sénégal avec un conseil régional. Et donc on a une multitude justement qui permet, pour avoir une uniformité de ton, j'utilise le terme autorité étrangère. La société civile française est une structure étrangère. Là aussi c'est pareil, parce que dans les pays où on intervient, souvent, on n'a pas une société civile organisée. En le cas de l'Arménie, le statut associatif est interdit, il n'existe pas.
Donc, la société civile là-bas, il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle puisse agir, il faut qu'elle s'organise en PME, en SARL. Donc, la question des droits, qui se posait tout à l'heure, est fondamentale. Et comme disait tout à l'heure en aparté, le vendredi dernier, en Nantes, lors du Forum mondial des droits de l'homme, c'est que bien sûr, il y a le principe des droits de l'homme, mais ce qui est important pour nous, c'est l'accès aux droits. Et que l'action des collectivités locales va permettre l'accès aux droits. Droit à la santé, droit à la démocratie, droit à la participation de la société civile, droit à l'éducation et à la formation. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont très importantes. Ce carré magique-là permet d'offrir un cadre plutôt favorable à la mobilité des jeunes. Les jeunes peuvent partir dans le cadre de la relation entre la collectivité française et nos sociétés étrangères. Ils peuvent partir dans le cadre des relations entre une société civile française et une société étrangère. Et là aussi, on peut toujours appuyer le Conseil général, en tout cas pour ce qui nous concerne nous, dans le département de l'Isère, on peut appuyer ces démarches-là, ou en tout cas faciliter ces démarches. Alors, comment on le fait? Par les chantiers de jeunes, donc beaucoup de gens les connaissent, depuis les années 90, en tout cas, il y a des choses qui ont été mises en place par l'État et qui permettent notamment aux collectivités d'appuyer et d'accompagner des projets de chantiers de jeunes, des chantiers de solidarité internationale. Sur les chantiers, il y a d'autres acteurs qui accompagnent, qui ne sont pas forcément en lien avec les coopérations, mais qui sont des acteurs territoires. Je pense à la Ligue de l'enseignement, la Fédération des œuvres laïques, et je pense à d'autres structures que la mobilité associative, donc celle-là, on pense qu'elle est importante, il faut bien compenser. Le volontariat, qui est aussi possible. Et le Conseil général utilise le volontariat dans certains de ces territoires où on a des étudiants qui ont fait leurs études à Grenoble et qui sont recrutés en volontaire de solidarité internationale qui peuvent aller vivre une expérience d'une année à 3 ans sur un territoire en tant que chargé d'affaires à la coopération. Ça marche très bien, c'est une très belle expérience et souvent, quand ils sortent de là-bas, ils sont déjà intégrés dans les groupes internationaux, justement sur le plan professionnel. Ça peut être par le biais de stages. Aujourd'hui, on a encore des stagiaires qui sont à l'étranger, au Sénégal, au Maroc, et qui sont envoyés par le Conseil général. Et c'est des étudiants ici qui sont recrutés et qui peuvent justement faire un stage à l'étranger. On le fait beaucoup avec l'Institut d'urbanisme, où on recrute des apprentis chez eux, mais en même temps, on recrute des stagiaires justement à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, qui peuvent justement aller sur ce territoire-là. C'est des séjours d'études aussi. Alors là, c'est un accompagnement qui peut être fait, des séjours linguistiques ou autres. En tout cas, que le Conseil général va accompagner dans ce domaine-là. Et ça peut être des projets personnels. Aussi, des jeunes qui ont envie, ou un jeune qui a envie de porter un projet d'aller à l'étranger, de vivre une mobilité dans un cadre qui peut être accompagné également par le collectivité locale, notamment par le Conseil général. Alors la stratégie, donc bien sûr, pour nous, ça démontre que les avantages de la mobilité a des avantages énormes pour nos jeunes, sur nos territoires. Je pense que ça c'est important de dire. C'est une stratégie de législation. Donc, au-delà du fait qu'on n'est pas, n'attend pas que les jeunes viennent et disent, oui, nous on va partir. Aussi, on va vers les jeunes pour dire que c'est important de partir. Et on essaie de faire en sorte de créer un environnement favorable justement à la mobilité. Sur le plan administratif, sur le plan logistique et sur le plan relationnel. Sur le plan administratif, je pense que cette coopération dont je parlais tout à l'heure permet justement d'offrir, notamment quand il y a des visas ou autres, sur ces deux territoires de coopération, on a des liens privilégiés avec les ambassades, avec les consulats, avec les autorités étrangères, pour faciliter que les jeunes qui partent en ce cas-là et qui viennent me rencontrer, ils donnent les contacts nécessaires pour que ça aille beaucoup plus vite. Sur le plan logistique, on peut avoir tous nos stagiaires qui partent, en général, quand ils arrivent, le logement est tout prêt et tout ça, même si c'est eux qui payent, on fait en sorte qu'en cas, quand ils arrivent, ce ne soit pas une galère supplémentaire, justement, de trouver un logement ou autre. Et sur le plan relationnel, donc ils sont intégrés déjà dans des réseaux avec nos collectivités partenaires qui les intègrent dans les projets qui sont portés par la collectivité. Donc, et ça, on pense que c'est des facteurs vraiment importants que tout acteur qui a envie d'accompagner la mobilité des jeunes doit intégrer dans sa démarche. Les conditions de séjour, ça c'est très très important parce que souvent ça pose problème. Diversifier sa cible, si on veut démocratiser, en tout cas l'accès à la mobilité. Se poser la question du pendant et du après, parce que le jeune qui part, il faut le préparer. Donc nous, on accompagne, je vous expliquais tout à l'heure, un réseau jeune solidarité internationale, y compris financièrement.
le développement de compétences transversales permet aux jeunes que sa mobilité soit vraiment utile, lui soit utile à lui et à la collectivité. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes sur notre conscience citoyenne qu'on développe chez les jeunes quand ils partent et qui nous permet de capitaliser, même s'il n'y a pas justement encore un formalisme académique qui permet d'avoir un diplôme ou une certification dans ce cadre-là. Alors, la modalité de gestion, pour nous, elle peut être directe. Donc, on peut gérer directement une mobilité en lien avec les jeunes. Donc, ça peut par le biais de stage, de mission, d'apprentissage, de séjour. Mais aussi, on peut aussi avoir une gestion déléguée, justement dans la mobilité des jeunes, c'est ce que je disais là, avec le service coopération centralisée de Lyon, qui est une association. Nous leur avons délégué, par exemple, la gestion de nos volontaires qui partent à l'international et on verse une subvention, et c'est comme ça qu'ils gèrent. Alors, coordonner les dispositifs pour les rendre plus visibles. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est très très important. Parce que, et ça c'est, si aujourd'hui, et ça rejoint un peu la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, c'est vrai qu'Erasmus se faisait, mais les collectivités ne se sentaient pas concernées. Voilà. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est universitaire. Maintenant qu'il y a Erasmus pour tous, je pense que l'enjeu n'est plus le même, la démarche ne doit plus être la même. Et moi, j'invite ce discours que je tiens à mes collègues dans les collectivités. Vraiment, il faut se rapprocher des universités, se rapprocher des services de l'État, parce qu'il y a le projet aussi qui gère un certain nombre de dispositifs. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir avoir cette coordination, favoriser les échanges ici en France d'abord, entre nous et nos universités, faire du lien. Je pense que ça c'est important, mais aussi avec nos territoires de coopération. Donc favoriser la coopération éducative. Aujourd'hui, avec le rectorat de Grenoble, pour la première fois, je ne sais pas si les collègues de rectorat qui sont là, en 2012, c'est la première fois que le rectorat de Grenoble est parti en Afrique. C'est la première fois en Afrique, Maghreb et Afrique subsaharienne. Et quand ils sont revenus, à Frédéric est revenu, j'étais tellement enthousiaste avec son équipe qu'aujourd'hui, il y a 3 conventions de coopération éducative qui sont signées entre le rectorat de Grenoble et les inspections académiques au Sénégal. Et on espère que ce travail-là, cette dynamique-là, puisse être justement transposé dans d'autres. Alors pour ce qui nous concerne, nous, je vais aller très vite, mais vous pouvez me poser des questions après sur les objectifs que nous, on se fixe. Et peut-être que je reviendrai juste sur encourager les mobilités de découverte, parce que je pense que ça c'est très très important. Il ne faut pas non plus dire partout que le gamin quand il part, le jeune quand il part, ou la jeune, il faut absolument quand elle revienne, il faut nous donner un diplôme, etc. Parce que je pense que le meilleur des diplômes, c'est d'abord le regard que le jeune a sur lui, sur sa expérience, sur son vécu, et comment ça lui redonne une nouvelle dynamique, en tout cas, dans ses objectifs, ou en tout cas, ça le confirme dans les choix qu'il avait déjà fait. Et une des choses sur laquelle je voulais insister, et qui rejoint sans vouloir insister sur le nouveau projet de loi sur l'apprentissage, ou en tout cas, l'anglais comme méthode d'enseignement dans quelques universités ou dans quelques disciplines, c'est la mobilité entrante. Les étudiants étrangers, mais ce sont les ambassadeurs de demain de la France. Et si on voit l'attractivité de notre territoire, passe aussi par là. Et je pense que pour moi, cette question-là, c'est un avis personnel, je pense que c'est un faux débat à expliquer aujourd'hui, est-ce qu'on doit enseigner l'anglais ou non, etc. Personnellement, quand je vais à l'étranger, je peux vous dire, quand je vais en Palestine, en Arménie, je parle pas anglais. Soit l'anglais ou l'arabe, encore peu. Dans certains territoires, moi j'ai la chance de parler arabe. Ceux qui ne peuvent pas parler arabe, ils sont cantonnés à parler anglais. Donc c'est quand même important et pour nous, pour nos jeunes, de s'ouvrir. Et je pense que, moi c'est ma conviction propre, quand on accompagne des projets en Arménie, par exemple, sur la francophonie, qu'on finance en Arménie pour préparer la mobilité entrante pour les étudiants arméniens qui viennent, à peu près 150 jeunes étudiants arméniens qui bénéficient de ces cours chaque année parce qu'ils veulent venir faire leurs études en France. Je peux vous dire qu'ils ne nous posent pas la question de savoir, mais non, nous on va rester répondre des Arméniens, on va parler arménien, on n'a pas envie. Au contraire, ils sont motivés pour le faire. Et je pense que nos jeunes aussi, on doit leur donner la chance d'avoir au moins une deuxième langue. En tout cas, je pense que ça c'est important et que l'acquisition de la langue maternelle se fait dans les enseignements de base, ça a été expliqué, démontré par des psychologues, par des pédagogues et autres, et que vous expliquez aujourd'hui que encore que la distance est grande entre tout le monde, on a discuté là, on ne dit pas à tout le monde de parler anglais.
Voilà, c'est pas ça la question. Voilà. La question, c'est d'avoir une compétence nouvelle par le biais de la langue sur certains enseignements et certaines disciplines. Et je pense que tout ça, c'est important également, en tout cas, de développer. C'est pour ça que, pour constituer un LDR, on a une stratégie d'intégration des étudiants étrangers, on soutient les associations d'étudiants étrangers, on les accompagne dans la mobilité sortante, et on essaie de travailler, d'accompagner la stratégie de l'État sur l'attractivité de nos territoires sur ces questions-là. On a la chance d'avoir l'INATEC et autres, donc d'avoir une attractivité scientifique importante, on en profite, mais dans le bon sens du terme. Et bien sûr, faire des partenariats scientifiques et universitaires, de lever de la population centralisée. Parce que, souvent on dit, vous allez chercher l'université, vous allez payer. Quand avec l'UT1 de Grenoble, nous avons mis en place un dispositif pour accompagner l'université à l'ARIA de Bethléem. Alors, discuter avec Patrick Pierson, le directeur de l'UT1, je me dis, mais tu comprends, nous, on n'a pas les moyens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que ce soit du donnant-donnant. Et je lui explique le projet. Et en discutant, je suis aiguille, il me dit, ben, nous, pas tout payer. Je paye 50%, je paye 50%. On a payé la mobilité des enseignants, chercheurs, pour qu'ils aillent là-bas sur place. Et quand ils sont revenus, ils étaient tellement enthousiastes qu'aujourd'hui, le projet est bien avancé. On a 4 filières de technologie qui vont être créées à Bethléem. C'est le premier institut universitaire de technologie de Palestine. Donc c'est quelque chose qui est très très important, qui va favoriser non seulement la mobilité des étudiants, s'ils le souhaitent, des enseignants-chercheurs, mais aussi des administratifs, parce que la vice-présidente apparemment de l'UGR est allée sur place pour voir un peu justement comment ça se passe, comment on construit l'équipe, puis là-bas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on n'a pas encore l'habitude. C'est un changement de culture dans les relations entre les collectivités et les universités qu'il faudrait qu'on développe davantage. Voilà. Alors, les instruments que nous avons mis en place pour favoriser cela, donc, bien sûr, donc, nous avons la bourse de l'aventure qui est mise en place par le Conseil général chaque année. Donc, l'année dernière, il y a eu 8 projets qui ont été financés dans ce cadre-là. Donc, qui permettent justement aux jeunes Isérois qui souhaitent, par un projet collectif ou individuel, de pouvoir partir à l'étranger. Bon, évidemment, on exclut les stages et les formations professionnelles, c'est la raison pour laquelle le Conseil général, au service de coopération centralisée, nous, par contre, on favorise, on accompagne le dispositif qui est mis en place, qui est géré par la direction de l'éducation de jeunesse, par un dispositif de coopération décentralisé. Sur les projets touristiques et linguistiques, il y a des choses qui sont accompagnées également, même si c'est exclu de la bourse de l'aventure. Évidemment, après, il y a des projets qu'on ne peut pas soutenir parce que nos coopérations centralisées s'inscrivent dans une démarche de développement durable. On considère que Paris-Dakar et les 4 profits ne sont pas des projets qui répondent justement à ces objectifs de développement durable, de respect de l'environnement, de gouvernance partagée des territoires, et ainsi de suite. Le contrat éducatif isérois, donc l'action 17 de notre contrat éducatif isérois, parce qu'on se dit que la mobilité, il faut la vivre dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est quand ils sont encore jeunes qu'il faut mettre dans la tête, pour leur expliquer que la mobilité c'est important. Et finance justement une action qui permet aux collégiens de justement postuler, ou en tout cas de monter des projets avec des équipes pédagogiques, en lien tout le monde avec la société civile, pour pouvoir justement vivre des projets internationaux dans leurs établissements et en lien avec les établissements à l'étranger, tout le travail que nous faisons avec l'État, et notamment avec le soutien du rectorat de Grenoble, qui est très, très dynamique à nos côtés, et qui nous a permis cette année d'avoir un financement européen avec la région Rhône-Alpes de plus de 800 000 €, qui permet de lancer un nouveau projet qui s'appelle le REXO, et qui sera lancé le 14 juin prochain. Donc il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, et je pense que là-dessus aussi, les associations étudiantes qui veulent se lancer dans un certain nombre de projets peuvent accompagner. La mise en réseau, on pense que aussi ça c'est très très important. Donc vous parlez tout à l'heure de Jeunes Solidaires International, on finance son fonctionnement. On l'a délégué à la société civile parce qu'il faut impliquer la société civile iséroise pour qu'elle se mobilise, pour qu'elle est compétente, elle connaît. Il y a à peu près 315 associations ONG dans le département qui interviennent sur ces questions-là, et elles sont toutes très très compétentes dans ce domaine-là. Les associations d'étudiants étrangers, bien sûr, qu'on accompagne financièrement. Et je terminerai, peut-être, bon, là, je ne vais pas vous reprendre tous les exemples, peut-être l'exemple juste de la Palestine, sur lequel je vais revenir parce qu'il permet, et j'aurais aimé avec Patrick Pierson, je vais essayer d'aller très très vite là pour tout ce qu'il y a, pour qu'il explique justement la démarche qu'eux, à l'université, ils ont mise en place
pour nous proposer, que nous ont proposé en validation, qui a permis aujourd'hui, au-delà même de l'autorité palestinienne, d'avoir même des pays tiers, des États-Unis, des Américains, aujourd'hui, la semaine dernière, sur un des projets, ils nous dit, voilà, nous, on veut mettre 3 à 4 millions de dollars sur ce programme-là. Nous, on était là, alors on leur a demandé de laisser que le projet français aboutisse comme projet pilote et après, pour le capitalisme, pour pouvoir justement transposer, en tout cas, tout ce qui a été capitalisé dans ce domaine-là sur dans d'autres projets. Et puis évidemment, bon, je ne vais pas revenir sur la coordination et la mise en complémentarité des dispositifs. Je pense que ça c'est essentiel. Il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Et je remercie en tout cas tous qui travaillent à l'échelle européenne et qui se battent pour que Erasmus pour tous puisse s'ouvrir davantage. Et surtout, l'État a mis en place normalement un dispositif de commission permanente qui va aussi regrouper, qui doit s'installer en 2014 et qui doit regrouper non seulement les préfectures de la région, mais aussi les États, les associations. Voilà un peu de manière un peu ramassée. Je suis désolé, je suis passé très vite, j'ai tout un diapo, il y a plein de choses à dire, mais bon, parmi les derniers, c'est toujours comme ça, me piéger dans les collègues. Mais je suis à votre disposition pour des éclaircissements ou des questions. Merci. Des questions à Mathieu ou est-ce que vous voulez vous poser dans du cocktail? Est-ce que vous commencez à se fatiguer? Oui? Bonjour, moi je n'avais pas de question, j'étais juste pour faire dire que c'était le projet qui était la meilleure chose qu'on était fatigué. Mais je tiens à vous remercier. Maintenant que j'ai le micro, je vais vous remercier pour votre allocution, bien que dans la dernière été très vivante et montrer la perspective de collaboration nombreuse qui, je pense, vont être très intéressantes pour les années à venir. D'autres commentaires, réactions? Bonjour, je suis enseignante dans le lycée à l'unité. Donc c'est juste une question, côté pratique, comment vous faites pour présenter toutes ces informations aux jeunes? Voilà, c'est très pratique, mais très utile comme réponse. Bien sûr, je pense que vous avez raison. Bon, après, sur la force de l'aventure, il y a une communication sur le site internet du Conseil général. J'avoue que ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai une idée pour que ce soit quelque chose qui soit déposé davantage à tous les endroits où les jeunes peuvent se dérouler. On a dans les universités, je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tour des services internationaux, des universités. On ne trouve pas de flyers, ni de documents qui apportent des éléments sur cette possibilité-là. C'est dommage, c'est pour ça qu'il faudrait que l'accès à l'information, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais de la même manière, quand on nous voit dans les autres quartiers, on n'a pas non plus l'information. C'est vraiment dommage et je pense que alors ce que j'ai essayé de piloter depuis quelques mois avec mes collègues au sein du Conseil général, c'est une approche transversale au sein du CG pour que sur l'ensemble de nos sites, les 13 sites du département qui sont à l'échelle de l'ISER, pour puisse avoir cette information disponible, mais peut-être qu'il faudrait qu'on commence déjà par un travail en collaboration, c'est-à-dire qu'on se rapproche davantage. Avec l'UG 1, ça s'est fait. Ça marche, il y a des projets qui fonctionnent, pourquoi pas avec l'UIG2 qui d'ailleurs, dans ses compétences, est beaucoup plus proche du département que l'UIG1. Effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut essayer de faire plus d'informations possible. Parce que je sais que quand j'ai déjà un projet, on peut se renseigner, on va chercher, mais pour quelqu'un qui n'a pas, il faut créer l'envie avec des informations comme ça, je pense, à la disposition des gens. Oui, bien sûr. Après, il faut savoir que c'est quelque chose, une démarche très récente. On essaie de développer. Bon, avec peu de moyens qu'on a, mais qui fonctionnent plus ou moins, mais je suis d'accord avec vous que l'accès à l'information est primordial pour le développement en cas de partenariat. Mais j'en appelle aussi aux universités de venir vers nous pour nous demander, parce que c'est vrai que les demandes qu'on a des universités, souvent c'est oui, nous avons un colloque, est-ce que vous voulez bien financer notre colloque? Mais c'est vrai. Et moi je leur dis, mais est-ce que vous ne voulez pas qu'on travaille davantage sur le partenariat pour construire ensemble
et injecte sur ce qu'on peut appeler la coopération scientifique ciblée sur les territoires sur lesquels nous on est déjà présents, où on peut apporter une valeur ajoutée sur le plan international. Et ce n'est pas là, j'ai parlé de la technologie, on a des initiatives en matière de santé, avec des développements, des formations qui se font avec les médecins, avec les médicaux de développement, qui nous montrent, d'autres, sur les sages-femmes, sur les assistantes sociales, il y a des formations qui se font, et c'est dommage que l'unité 2 ne puisse pas participer. Sur la question culturelle, il y a une coopération universitaire forte qui s'est faite avec l'Observatoire des politiques culturelles. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner la mise en place d'un master au Maroc, dans la région socio-centrale. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on les développe davantage et qu'on communique davantage sur ces questions-là. Bien, merci beaucoup pour cette intervention très enrichissante. On fait plus de coopération. Donc très rapidement, puisque ce collège est quand même très beau, bon, il y a des mots qui sont retenus: mobilité, valorisation, citoyenneté, lutte contre l'inégalité. Voilà, je crois qu'on a entendu un discours décliné par les différents acteurs, avec Erasmus pour tous, et on parle aussi d'une révolution. Donc, Hallwell a fait sa révolution dans les années 70, inclure l'éducation dans l'Union européenne. Maintenant, c'est à vous d'agir, je crois, avec les éléments que vous avez. Et j'espère que grâce à ce colloque, les synergies vont se créer. Enfin, apparemment, c'est bien parti. C'est ce que j'ai fait entendre. Donc, Ghislaine, je te laisse la parole. Merci. Avant de terminer dans un verre, je tenais à vous remercier pour votre présence. Je tenais tout particulièrement à remercier donc, les personnes qui sont venues intervenir ici, qui sont déplacées, hein, donc Anne Corbett qui est venue de Londres, M. Souli, Marie, et bien d'autres. Donc en tout cas pour la qualité de leur intervention et la richesse de leur intervention. Merci également aux exposants. Je ne vois presque plus, mais en tout cas, merci tout particulièrement aussi à nos partenaires qui ont contribué à la réussite de ce colloque, donc la métro et la ville de Grenoble. Je voulais également remercier nos équipes, hein, les équipes qui ont collaboré pour que ce colloque puisse communication. Alors, il est en ligne, Céline, Justine. Voilà, donc. Voilà. Brigitte à la caméra. Donc merci à tous en tout cas d'avoir contribué à la réussite de ce colloque. Nos stagiaires, donc, et puis merci à Victoria qui termine aujourd'hui donc sur ce colloque, qui est stagiaire en relations internationales, qui a fait un travail très efficace en tout cas. Et toujours d'Anvers, voilà. Et Muriel, merci Christiane pour la traduction du discours de Lucifer Jones. Et Muriel, merci à toi qui a été l'instigatrice, en bon sens du terme, l'initiatrice et la cheville ouvrière en tout cas de ce colloque. Merci beaucoup. Juste une petite information avant d'aller au cocktail. Je voulais retrouver les vidéos de cette journée dans un premier temps en qualité, bon, pas très optimale, mais déjà dès ce soir, vous pouvez aller sur le site, vous avez l'adresse du site sur tous les supports, erasmus2013.canal-vt.fr, et la page d'accueil, il y a un lien. Et d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines maximum, on mettra des vidéos de meilleure qualité, toutes celles qui ont été captées aujourd'hui par Gilles, qui est au milieu de l'amphi. Voilà, donc vous avez les adresses sur tous vos supports. Juste une dernière chose. Oui. On mettra en ligne les PowerPoints qui ont été présentés. On a créé une section vos témoignages, ou alors un contact pour savoir un petit peu comment ça se passe dans la mise en place, tout ce que vous avez pu vivre à l'Erasmus.
Voilà. Concert de cocktail. Cocktail, salle 210.